pense que tu peux démarrer l'enregistrement. Je te remercie. Et puis, je vais du coup commencer tout de suite par partager mon écran, donc sur la première partie de ce webinaire. Et Simon, je vous donne la parole. Peut-être pouvez-vous commencer déjà par vous présenter à l'ensemble des participants du webinaire. Merci à vous et c'est à vous. Merci à vous, Marion. Donc, Simon Cardon, président de GreenWeb, spécialisé en accompagnement pour la transition sociétale et environnementale des entreprises et de Digital Forest, une solution de green hosting, donc d'hébergement web un peu plus éco-responsable. Alors, effectivement, bon, c'est un sujet, on va en parler déjà dans un premier temps pendant une demi-heure globalement en répondant aux différentes questions que Marion a présentées. L'idée, c'était d'être relativement exhaustif, c'est-à-dire de vous apporter une vue d'ensemble de la problématique et des pistes de réflexion, de solutions pour pouvoir justement agir et devenir plus proactif. Donc, c'est vrai que par rapport à la première section, donc, qui concerne la compréhension de l'origine des sources de pollution environnementale du numérique, c'est vrai que la pollution liée au numérique, c'est une pollution qui n'est pas tangible. Donc, c'est pour ça qu'elle est arrivée plus tard sur le devant de la scène. Nous, pour le coup, voilà, GreenWeb, ça existe depuis 4 ans, donc ça fait 4 ans qu'on traite le sujet. Mais c'était issu, idem, d'une prise de conscience qui est arrivée finalement même tardivement. C'est pas tangible parce que contrairement aux autres sources de pollution, bah, c'est moins, elle n'est pas visible, on voit pas de déchets, on le voit pas directement. Mais pour vous mettre un petit peu juste dans l'ambiance, justement du sujet, il faut savoir que l'impact environnemental d'une journée de travail d'un salarié, ça équivaut à peu près à un radiateur de 600 watts qui est allumé pendant 8 heures, d'à peu près 29 kilomètres parcourus en voiture, l'équivalent d'une douche en termes de consommation d'eau et de 15 grammes de déchets électroniques. Donc c'est là tout l'enjeu justement de la sobriété numérique dont on va parler. Donc justement, on va pouvoir évoquer pourquoi ces différentes sources et pourquoi justement l'Internet utilise beaucoup d'eau. Donc aujourd'hui, comme Marion l'a dit, le secteur du numérique est à l'origine de 4% des émissions totales de gaz à effet de serre et on pense qu'elle sera à 8% d'ici 2025, notamment à cause de la multiplication des périphériques numériques et leur obsolescence programmée, et aussi l'explosion de l'usage d'Internet et l'usage de la vidéo. Nos usages, si on veut comparer un petit peu, parce que c'est important d'avoir des ordres de grandeur pour vraiment se rendre compte justement de la nature de la pollution, c'est que nos usages d'Internet, ça correspond à peu près à 14 000 km en voiture par an en termes d'équivalent CO2 émis dans l'atmosphère. Il faut savoir que quand on fait par exemple un selfie sur les réseaux sociaux, c'est comme si on laissait 4 ampoules de 20 watts allumées pendant à peu près 1 heure. Donc cette pollution, elle est répartie dans le domaine du numérique sur 3 piliers. Le premier, c'est tout ce qui concerne la production des appareils. C'est à peu près 50% d'ailleurs de cette pollution. Ensuite, il y a les infrastructures réseau, ça aussi entre 20 et 25%, et la production d'Internet via les data centers, le fonctionnement des data centers et du stockage de façon générale, qui est aussi aux alentours de 20-25%. Ce sont des ordres de grandeur, donc ça varie entre les pays notamment. Il faut savoir que nos smartphones, justement, pour en rentrer un petit peu plus dans les détails, ont un smartphone et tous les devices, le matériel qu'on utilise pour se connecter à Internet ont un sac à dos écologique. En fait, c'est justement un peu les casseroles qu'ils laissent pour arriver jusque notre magasin. Et il faut à peu près 183 kilos de matière première pour fabriquer 150 grammes de produits finis sur un téléphone. Celui d'une télévision peut varier aussi énormément, celui d'un ordinateur aussi, mais globalement, il faut avoir en tête le fait que pour construire un ordinateur, il faut quasiment 1 tonne de matière première pour avoir un ordinateur qui fait 2,5 kg à l'arrivée. Aujourd'hui, le numérique,
c'est à peu près la consommation, ça correspond à peu près à 10-15% de la consommation électrique mondiale, soit l'équivalent de à peu près 100 réacteurs nucléaires. Et si Internet était un pays, ce serait le troisième plus gros pollueur de la planète après la Chine et les États-Unis. Et voilà, comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est un problème, c'est une pollution qui double à peu près tous les 4 ans. Tous les jours, même chaque heure dans le monde, c'est plus de 10 milliards d'emails qui s'échangent. Et le cycle de vie d'un email émet à peu près 19 grammes de CO2, soit l'équivalent d'une ampoule qui reste allumée pendant 1 heure. Et bon, évidemment, il faut multiplier ça par 10 milliards d'emails qui sont échangés. Chaque heure, c'est aussi 100 millions de requêtes sur Google, soit l'équivalent de 1000 allers-retours Paris-New York en termes d'équivalent CO2 émis dans l'atmosphère. Et ça, toutes les heures. Je continue dans les ordres de grandeur, c'est pour que vous puissiez justement avoir un référentiel en tête. Un data center moyen consomme en moyenne autant qu'une ville de 50 000 habitants. Et quasiment la moitié de l'énergie qui est utilisée sert à refroidir le data center. C'est d'ailleurs pour ça qu'Internet consomme beaucoup d'eau, et notamment de l'eau bleue, de l'eau potable. C'est parce que pour faire tourner les climatiseurs, pour refroidir des serveurs qui fonctionnent souvent à 19 degrés, il faut des climatiseurs relativement puissants et qui tournent H24. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, on utilise énormément la vidéo en ligne, et la quantité de données pour 10 heures de film en HD dépasse l'intégralité de tous les articles présents sur Wikipédia. Donc c'est pareil, ça donne vraiment un ordre de grandeur sur le fait que quand on regarde un film, notamment en haute définition, on a vraiment une utilisation de données qui est vraiment conséquente. Et d'ailleurs, en 2018 à peu près, les vidéos en ligne ont généré autant de gaz à effet de serre que l'Espagne, soit à peu près 1% des émissions mondiales. Il faut savoir que voilà, on parle que de vidéos en ligne. Une grosse part de marché sont évidemment Netflix, YouTube, etc., aussi d'autres réseaux sociaux. Mais globalement, ça montre bien que Internet, par exemple en France, la bande passante d'Internet, c'est à peu près 80% que pour de la vidéo. Donc, comme quoi le domaine de la vidéo, qui a absolument le vent en poupe, parce que c'est pas prêt de s'arrêter, est vraiment un des piliers principaux de cette pollution. Il faut savoir que de façon générale, les web dans le monde ne sont pas équivalents en termes d'impact environnemental. Un web américain va avoir un impact environnemental quasiment 20 fois plus important que quand on utilise un web français. Et par exemple, quand on est en Allemagne, c'est quasiment 6 fois plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on parle du web, on parle de débit, on parle de partage de données avec des données qui sont produites dans des data centers, et ces data centers dépendent des mix énergétiques des différents pays. Et un mix énergétique, par exemple, quand on est en France, on est à peu près à 40 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. En Allemagne, on peut multiplier ça par 6, et aux États-Unis, on peut multiplier ça quasiment par 20. Donc ça donne au moins par 10, en tout cas aux États-Unis, mais ça donne des scores justement qui sont relativement édifiants. On reviendra justement là-dessus par rapport à juste après sur le fait que Google s'annonce neutre en carbone, etc., ou certains GAFA, parce qu'il y a des éléments qui sont aussi assez importants par rapport à ça. Marion, je te laisse enchaîner sur la deuxième partie. Tout à fait. Alors, merci du coup, Simon, pour ces propos introductifs. J'ai cru comprendre que mon partage d'écran ne fonctionnait pas très bien, que vous voyez mes slides en petit. Je vous rassure, ce n'est pas grave parce que les slides ne reprennent pas les propos de Simon. Donc, il s'agit plutôt de bien l'écouter lui. Les slides servaient juste à noter les questions. Donc, moi, je vous propose de vous les donner, de les partager avec vous avant chaque partie que Simon va aborder. Ici, c'était les propos introductifs, donner des ordres de grandeur, des idées de qu'est-ce que ça veut dire, les sources de pollution, d'où est-ce qu'elles viennent, etc. Donc, j'espère que cette première partie a été claire pour vous. S'il y a des questions sur cela, n'hésitez pas aussi à les noter dans un petit coin et à les poser dans la deuxième partie du webinaire. Sur cette première partie post-propos introductifs, on va rentrer cette fois-ci dans les usages, les comportements, les choses qui peuvent nous permettre de réduire l'impact de l'usage du numérique, puisqu'on a vu qu'il était très impactant, qu'il était très polluant.
Et donc, on a réfléchi avec Simon sur quelles étaient enfin, moi en tout cas, les questions que je lui ai posées, c'est quelles étaient les manières de faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réduire l'impact de son usage du numérique. Et la première chose qui nous a questionné, qui nous est venue à l'idée, c'est la question du matériel. Donc, les questions qu'on va évoquer ensemble là maintenant avec Simon, c'est quel matériel je peux choisir pour réduire l'impact de mon matériel, comment je peux optimiser la durée de vie de mon matériel, et puis qu'est-ce que je peux faire à la fin de la vie de ce matériel. Simon, du coup, on a hâte que vous nous disiez qu'est-ce qu'on peut faire quand on achète du matériel et quand on le fait vivre pour en réduire son impact. Merci Marion. Ouais, effectivement, alors, quel matériel choisir? Faut avoir en tête le fait que ça, donc un smartphone, c'est un caillou à la base. Tout vient sous terre, globalement. Voilà, ce sont des métaux rares, ce sont différents éléments. Dans tous les cas, ça vient de la terre. Donc, à la base, ça, c'était un caillou. Fabriquer un ordinateur, on utilise à peu près entre 1000 et 3000 tonnes de matières premières et donc quasiment 1500 litres d'eau. Et ça produit 164 kilos de déchets et 24 kilos de déchets hautement toxiques. Donc la production même d'un ordinateur a un impact assez complètement aberrant. Il faut savoir aussi que tous nos appareils électriques et électroniques ont des batteries la plupart du temps et que dans ces batteries, il y a des éléments, il y a des métaux rares et des terres rares, dont par exemple le coltan. Le coltan, ça vient de mines qui sont exploitées en République démocratique du Congo. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est surtout exploité par des mineurs qui sont mineurs, justement, par des enfants. Et donc, aujourd'hui, on considère qu'il y a quasiment 40 000 enfants qui travaillent dans différentes mines, de la Bolivie pour la partie Amérique du Sud, la République démocratique, justement, du Congo. Donc, 40 000 enfants, ça veut dire que globalement, derrière chacun de nos appareils, que ce soit un smartphone, que ce soit un ordinateur ou une télé, eh ben, il y a forcément des enfants qui ont travaillé. Aujourd'hui, l'enjeu, justement par rapport au matériel, c'est surtout d'allonger la durée de vie des appareils. Donc, la question à se poser dès le départ, quand on veut choisir quelque chose, c'est finalement pourquoi acheter? Pourquoi on veut acheter? Dans quel but et pour quel usage? C'est une question qui est hyper importante dans le sens où, en fonction de votre usage, l'idée, c'est d'éviter d'avoir toute une pléthore d'appareils, alors que finalement, un seul pourrait faire le job quasiment pour tout. Donc, il faut vraiment voir ce côté multi-usage. On peut avoir un ordinateur, mais il y a des gens qui utilisent un ordinateur une fois tous les 2 mois, donc peut-être que finalement, ils peuvent passer limite par leur smartphone et utiliser que leur smartphone. Ça sert peut-être à rien justement d'avoir un ordinateur. Quand on achète un ordinateur, justement, la deuxième chose à se dire pour pouvoir le garder le plus longtemps possible, c'est avoir une vision qualitative. En fait, si vous achetez un ordinateur qui a de bonnes capacités, notamment en termes de processeur, de RAM, voire de stockage, c'est un ordinateur que vous allez garder plus longtemps dans le temps, parce qu'en fait, il va pouvoir contrer les effets de l'obsolescence programmée. Donc, aujourd'hui, par exemple, moi, l'ordinateur que vous ne voyez pas, mais qui est en train de me filmer, il a 8 ans. C'est un MacBook Pro qui est en 16 Go de RAM. Et justement, l'avantage, c'est que comme il a beaucoup de mémoire vive, j'ai pu le garder très très longtemps. Alors, la batterie, elle était obsolète au bout d'un certain temps, mais ça, une batterie, ça peut se changer. Et on peut repartir sur une batterie neuve plutôt que de changer justement un appareil en entier. Donc ça, justement, je voulais en revenir dessus, mais par rapport aux éléments sur lesquels il faut faire attention sur le fait d'allonger la durée de vie d'un appareil, c'est en prendre soin. C'est-à-dire éviter de le laisser traîner dans tous les sens, éviter de lui mettre des coups, etc. Parce qu'un ordinateur qui reste dans un bon état, déjà, on a plus envie de l'utiliser. Il faut faire très attention à le garder toujours au sec, loin de l'eau, de l'iode, loin des sources en fait d'oxydation. C'est pareil, c'est important parce que des fois, c'est ce qui fait que les processeurs ils crament ou les disques durs, c'est parce qu'ils commencent à s'oxyder. Il faut savoir que ça tourne quand même tout le temps, toute la journée, etc. Et quand ça commence à rouiller, forcément, ça commence à créer de la friction. Donc en prendre soin, c'est très important. Globalement, quand on prend soin d'un ordinateur, que l'ordinateur a de bonnes capacités, les points d'usure, ça va être l'écran, c'est-à-dire que l'écran va commencer au bout d'un moment à perdre un petit peu son filtre anti-reflet.
Mais ça, c'est pas grave. Au bout d'un moment, si vous voyez que le filtre sur votre écran, il commence à partir, vous le frottez et puis il va complètement partir. Après, vous vous en rendrez même plus compte. Et puis, c'est le côté de la batterie, c'est-à-dire que quand on utilise un laptop, bon, là, je parle vraiment de l'ordinateur d'ailleurs de façon plus générale, mais quand vous avez un ordinateur et que la batterie commence à s'user, et ben, si vous avez plus que 3 minutes d'autonomie, il va plus vous servir à grand-chose, mais vous n'êtes pas obligé de le changer si tout le reste fonctionne. Et ben, il faut pas hésiter justement à juste changer la batterie. Autre chose aussi qui est hyper important, c'est à faire absolument attention. Ouais, on a une petite Excusez-nous, il y a souris quelqu'un qui derrière. doit avoir son micro d'ouvert. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de fermer vos micros? Merci beaucoup. Ouais, pardon, excusez-moi, ça résonnait du coup de mon côté. Du coup, ce qui est aussi hyper important pour prendre soin d'un ordinateur, c'est de faire attention aux updates, c'est-à-dire aux mises à jour qui vous sont proposées. Il y a deux types de mises à jour. Il y a des mises à jour qui sont correctives et il y a des mises à jour évolutives. Une mise à jour corrective, c'est une mise à jour qui est là pour répondre à un problème de sécurité, etc. Donc, c'est une mise à jour qu'il faut passer parce que ça va vous permettre de garder, de maintenir votre niveau de sécurité. Les mises à jour évolutives, en fait, c'est souvent des mises à jour qui font que bah, votre ordinateur va avoir peut-être de nouvelles fonctionnalités à travers le système d'exploitation notamment. Le problème, c'est que les fabricants, notamment Apple et Microsoft, ils aiment bien faire en sorte que ces systèmes d'exploitation ils soient de plus en plus lourds, ce qui fait que au fur et à mesure des mises à jour, bah, votre ordinateur se rame. Et ça, il rame si justement votre ordinateur commence à peiner, il y a deux raisons. C'est soit il y a trop de données dans votre disque dur, ce qui fait qu'il n'arrive plus à aller chercher les données. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à formater son ordinateur. Il faudrait le faire quasiment une fois par an. Ça, faut pas hésiter. Donc son ordinateur et même d'ailleurs son téléphone. Parce que les téléphones, c'est pareil. Un téléphone qui commence à ramer, où on a l'impression qu'il lutte, etc. Souvent, c'est aussi parce que justement, la différence entre la mémoire vive et la mémoire de stockage fait que, bah, en fait, il y a beaucoup trop d'informations et bon, ça commence à ramer un petit peu. Mais pour en revenir justement aux mises à jour évolutives, c'est exactement ce qui s'est passé dernièrement avec un des derniers Windows, mais aussi par rapport à l'univers de Mac que moi je connais un peu plus. Et ils ont sorti Big Sur, qui était un nouveau système d'exploitation. Et en fait, il a été sorti pour pouvoir éliminer un petit peu toute la gamme, tous les ordinateurs qui étaient en 4 gigaoctets de RAM, c'est-à-dire tous les petits ordinateurs qui dataient d'il y a à peu près 10 ans. Je sais parce que moi, je travaille du coup, je dois travailler avec deux ordinateurs, étant donné que c'est mon métier au quotidien. Et mon 4 gigas de RAM, qui est un tout petit ordinateur avec lequel je travaille depuis 11 ans, s'est retrouvé complètement bloqué, il ne pouvait plus du tout fonctionner. Donc quand ça arrive, ce genre de choses, en fait, ce qu'il faut faire, c'est le formater et réinstaller en fait un ancien système d'exploitation. Et vous allez voir que votre ordinateur va repartir et va repartir super bien. Bon, Euh, il y a une question sur cette question du formatage. Peut-être est-ce une question technique, mais peut-être avez-vous de la ressource là-dessus. Comment faire pour formater et sauvegarder nos données? Faut-il forcément tout transférer sur un autre support? C'est une question technique, mais voilà, est-ce qu'il y a de la ressource là-dessus quelque part? Comment faire? On n'est pas alors informatique. complètement. Ouais, ouais, non, non, je vais revenir justement par rapport à ça, à la façon dont on peut stocker des données là un petit peu après, mais globalement, quand on formate un ordinateur, il faut bien avoir en tête le fait qu'avant ça, il faut stocker ces données sur un disque dur externe en local, donc un disque dur sur lequel vous transférez vos données et ensuite vous formatez. En fonction de votre ordinateur, c'est plus ou moins simple, il y a beaucoup de tutos sur Internet par rapport à ça. En tout cas, clairement, hein, je vous conseille de le faire. À partir du moment où votre ordinateur commence un petit peu à ramer, si vous avez en mémoire le moment où, quelques années auparavant, vous aviez acheté votre ordinateur et vous avez en souvenir justement le fait que ça tournait hyper bien, c'était hyper fluide, etc. Ça, on l'a tous justement. Et bah, c'est exactement ce qui se passe quand on reformate et on remet un ancien système d'exploitation, pas forcément le nouveau. Alors des fois, on peut être bloqué sur certaines choses, etc. Mais globalement, même quand on utilise Adobe, la suite Microsoft, c'est la plupart en fait des logiciels qu'on utilise au quotidien, vous ne serez pas du tout gêné si votre système d'exploitation date d'il y a 4, 5, voire même 7 ans. Euh, Est-ce que vous avez fait le tour, Simon, sur la partie optimiser la durée de vie de son matériel et auquel cas on passe à la partie fin de vie ou... exactement. Et ben, Ok, j'allais enchaîner justement là-dessus. super.
Donc, la fin de vie, elle dépend de l'état intrinsèque des équipements. C'est-à-dire que, est-ce que, cet équipement peut être réparé pour continuer à vivre et donc, maintenir finalement sa première vie? Est-ce qu'il doit rentrer dans une seconde vie à l'issue d'un reconditionnement? Reconditionnement, ça veut dire que on va prendre, l'ordinateur, on va peut-être modifier certaines choses dessus, on va les réparer, on va peut-être le pimper pour faire en sorte qu'il soit, re-beau pour pouvoir être revendu, par exemple. Donc ça s'appelle le reconditionnement. Ou alors est-ce que ça ne marche plus du tout et dans ce cas-là, ça part dans des filières de recyclage. Par rapport à ça, justement, à la fin de vie, donc vous avez ces 3 choix. Vous pouvez n'importe quel appareil, ça se revend. Ça se revend ou ça se donne justement en fonction de son état et en fonction de ce que vous pouvez faire. Mais il y a des entreprises et des associations qui sont spécialisées justement dans la collecte du matériel informatique. Vous pouvez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur idéchets.com ou sur écologie.gouv.fr et vous allez voir que l'État a mis en place justement une plateforme qui permet de voir autour de chez soi où on peut réparer et où on peut revendre du matériel, notamment tout ce qui est lié au DEEE, donc c'est les déchets liés à l'électronique. Souvent, ce qui se passe, alors faut faire attention à ça, c'est que en fonction des filières qui sont utilisées, il vaut mieux passer par des filières qui sont certifiées en France, parce que sinon, en fait, nos ordinateurs anciens, ils terminent en Afrique. Et en Afrique, ils vont essayer de les réparer. Donc, des fois, ça fonctionne, ils arrivent à les réparer, à les reconditionner et à en faire quelque chose. Mais dans 90% des cas, c'est pas le cas. Et ensuite, c'est balancé dans la nature en Afrique. Globalement, c'est un petit peu ce qui se passe. Alors de plus en plus, il y a des décharges euh, électroniques qui se mettent en place dans certains pays pour pouvoir récupérer cette matière première. D'ailleurs, aujourd'hui, on considère que 30% de l'or qui est disponible sur la planète est finalement dans les décharges, simplement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à aller collecter là-dedans. Donc j'en ai fini pour cette partie-là. Merci beaucoup, Simon. C'est passionnant. J'espère que pour nos participants, c'est aussi intéressant que pour moi. En tout cas, moi, j'apprends plein de choses. Merci pour cette première partie sur le matériel. On vous propose de passer à une seconde partie qui va plutôt traiter cette fois-ci de l'usage. Comment utiliser quotidiennement ces outils numériques, les outils numériques qui sont implémentés sur nos ordinateurs, sur nos smartphones. Comment faire en sorte que l'impact de l'utilisation soit limité? Quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que vous avez sinon des choses, des astuces, des manières de faire à nous partager? Et là, pareil, on est tout oui. Alors clairement, la première étape, c'est déjà de prendre conscience de cet impact. C'est déjà finalement un premier pas parce qu'en fait, prendre conscience, on est des êtres ensuite qui sont responsables, donc se rendre compte que finalement ce qu'on fait au quotidien, ça a un impact sur l'environnement. Ça permet déjà de déclencher quelque chose et c'est un bon début. Et ça nous évitera justement on va dire que d'un point de vue purement cognitif, et c'est tout l'enjeu de l'écologie de façon générale, c'est que c'est très important de faire prendre conscience parce que si on est câblé à peu près normalement et qu'on est quelqu'un de responsable et que peut-être que justement il y a des parents qui nous écoutent, etc., des gens pas forcément d'ailleurs parents, hein, mais des gens qui se projettent dans l'avenir, on se rend vite compte qu'on n'a pas spécialement envie de laisser finalement une planète dans un état critique à toute la génération qui arrive et les autres ensuite. Euh, Là, par rapport à l'usage même, ce qu'il faut vraiment intégrer, c'est la notion de sobriété, c'est-à-dire d'économie de la ressource, que ce soit des matières premières, de l'eau utilisée, des énergies, etc. Alors, il y a tout un ensemble de bonnes actions que je vais vous en lister justement quelques-unes. Et dans la quatrième partie, on continuera justement plus par rapport à la méthodologie qu'on peut mettre en place dans une entreprise. Donc c'est vrai que la première finalement des recommandations, bah, c'est simplement d'éteindre. C'est-à-dire que quand on n'utilise pas un appareil, ben on l'éteint. Même pour un ordinateur portable, même pour un téléphone, la nuit, est-ce qu'il faut le mettre en mode avion? Bah, pas forcément. En tout cas, ne le laissez pas allumer le téléphone et surtout pas sous votre oreiller avec les ondes électromagnétiques, parce que ça a quand même été euh, référencé comme cancérogène, il me semble, de niveau 1, sauf qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas le sujet qui passe le mieux sur TF1, mais c'est un sujet important dans tous les cas.
Il faut savoir qu'une box, de façon générale, par exemple, éteindre sa box, hein, surtout quand on sort de chez soi, etc., ça consomme 5 à 10 fois plus qu'un ordinateur portable de 15 pouces. Donc, quand on le laisse allumer, c'est-à-dire que quand on a une box chez soi qui tourne, c'est comme si on avait entre 5 et 10 ordinateurs qui tournaient finalement. Donc, tous les appareils qu'on a, il faut penser à les éteindre. Et la meilleure façon d'éteindre, souvent, c'est d'avoir des prises multiprises avec le petit bouton on-off, parce que ça va beaucoup plus vite. Et finalement, c'est juste hyper important. Par exemple, la télé sur laquelle est branchée la box, etc., eh ben, on ne s'en sert pas, on éteint. De façon générale, c'est juste un rappel, hein, tout le monde le sait. Alors, c'est intéressant d'un point de vue consommation, forcément, d'énergie, etc., mais c'est aussi important d'un point de vue usure. Parce que finalement, souvent, on laisse tourner des appareils électroniques un peu pour rien, mais l'appareil s'use. Donc voilà, ça peut accélérer justement son obsolescence. Alors, il faut aussi, dans l'usage au quotidien, éviter d'utiliser la 4G ou la 5G parce que c'est quasiment 20 fois plus impactant que d'utiliser la DSL à travers le Wi-Fi. Alors, le mieux quand on utilise Internet, c'est clairement de se brancher avec un câble Ethernet parce qu'on a un meilleur débit et parce que l'impact environnemental est beaucoup, beaucoup plus faible. Alors, si on pousse un petit peu plus loin, etc., c'est vrai que la vidéo en ligne, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quasiment 80% du trafic Internet. Et ce qu'on se dit, c'est que regarder un film en HD via sa box, ça a autant d'impact que de fabriquer un DVD avec son emballage complet et le boîtier en plastique et la couverture en papier. Donc c'est assez, justement, c'est assez, ça permet justement de se rendre compte de la chose. Il y avait une étude aussi qui était passée sur le fait que quand on écoutait une chanson plus de 7 fois sur, Spotify, c'était à peu près le même impact environnemental que si on achetait finalement le vinyle, avec sa pochette et cetera. Autre aspect très important au niveau de l'usage, c'est vrai qu'il faut privilégier, et ça c'est un choix de consommation, mais justement dans l'écologie de façon générale, tout est un choix finalement de consommation. Et il existe des alternatives, alors autant les utiliser finalement. Mais c'est important de privilégier l'utilisation de sites, d'écosystèmes qui sont plus éco-conçus, que ce soit des sites internet d'ailleurs ou des logiciels. D'ailleurs, en France, par rapport à ça, les lois avancent, notamment grâce au collectif Green IT et à d'autres labs qui travaillent autour de ça. Mais globalement, normalement, d'ici quelques temps, tout ce qui est les logiciels, les sites internet, etc., des collectivités devront être éco-conçus. Qu'est-ce qu'un site? Un logiciel éco-conçu? En fait, c'est simplement un site qui a été optimisé au niveau de son impact environnemental sur le fait qu'il utilise moins de ressources, il est beaucoup plus simple, il fait moins d'allers-retours sur les serveurs pour aller chercher justement de la donnée, etc. On a aussi, alors il y a différents dans l'éco-conception, il y a en fait ce qu'on appelle par exemple du green coding. Donc c'est la façon de coder qui fait que on évite tout le gras, tout ce qui sert à rien, etc. Et on optimise vraiment la façon dont le site fonctionne. Mais il y a aussi des éléments qui sont hyper importants par rapport au design, ce qu'on appelle l'UX, UI, donc l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. On sait que par exemple, quand on utilise un dark mode avec des pixels foncés, on utilise finalement beaucoup moins, on sollicite beaucoup moins l'autonomie d'un appareil. On peut gagner d'ailleurs jusque 30% d'autonomie en utilisant un mode foncé. Aussi, pour aller plus loin par rapport à ça, aux usages, notamment par rapport à des alternatives, il existe des hébergeurs web qui font du green hosting, donc c'est de l'hébergement éco-responsable. Alors pourquoi éco-responsable? Parce que éco-responsable, ça peut être aussi un terme un petit peu fourre-tout. Faut savoir que un fournisseur justement d'internet et fait du green hosting, globalement, la plupart du temps, la première des choses, c'est qu'il utilise 100% d'énergie renouvelable, de préférence hydraulique, et ça, c'est pas tous, mais de façon générale. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est surtout qu'ils n'utilisent pas de, ils utilisent pas, pardon, j'ai oublié complètement le mot. Ils n'utilisent pas de climatiseur. En fait, c'est ce qu'on appelle du natural cooling, c'est-à-dire que ça se refroidit complètement naturellement. Donc après, en fonction des fournisseurs, ça peut aller beaucoup plus loin. Nous, par exemple, notre data center produit plus d'énergie qu'il en consomme.
On a aussi travaillé vraiment l'aspect gestion des flux dans les serveurs à travers une intelligence artificielle qui s'adapte, par exemple, aux différents flux, etc. Alors, le cloud, justement, pour en revenir à de l'hébergement web, le cloud, c'est intéressant, sauf que c'est intéressant quand on fait du partage avec une équipe en ligne. D'un point de vue purement personnel, le problème de l'usage du cloud, c'est que ça demande plein d'allers-retours justement dans les data centers, et des fois, c'est pas forcément utile. Ce qui est pas plus préconisé, juste. Simon, est-ce que Oui, vous pardon. pouvez juste préciser pour peut-être les gens qui ne sont pas hyper à l'aise sur préciser ce que c'est que le cloud versus autre chose? C'est la question du stockage, j'imagine que vous évoquez derrière, mais voilà, juste peut-être repréciser ce que c'est. Alors, le cloud, c'est le fait de stocker dans des nuages qui sont au-dessus de nous. Non, non, c'est une expression qui veut dire qu'on stocke globalement de la donnée en dehors de notre écosystème à nous, et donc principalement justement dans des data centers. Il y a beaucoup d'outils qui fonctionnent avec le cloud, notamment sur votre smartphone. Quand vous enregistrez par exemple des images, on vous propose, en fonction si vous êtes sur un iPhone ou quoi que ce soit, en fait, on vous propose toujours de stocker vos données pour s'assurer qu'il y ait bien des backups, de récupérer vos données. Mais en fait, ça justement, la plupart du temps, notamment par exemple sur un iPhone, si vous utilisez les solutions de stockage d'Apple, ça veut dire que vos données, dans plus de 80% des cas, elles partent outre-Atlantique, chez l'oncle Sam, et elles s'enregistrent là-bas. Alors, ça pose différents problèmes. On va revenir dessus par rapport à justement à la problématique des GAFA. Mais ça me permet juste de rebondir sur un chiffre, c'est qu'en moyenne, quand on utilise Internet, chaque clic qu'on fait, eh ben, fait que la donnée qui est derrière, la data qui est envoyée, elle fait à peu près 15 000 kilomètres. C'est en moyenne ce qui se passe sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on utilise en grosse majorité des solutions qui viennent justement des États-Unis. Et donc, à chaque fois qu'on clique, on utilise Facebook, etc., ça part outre-Atlantique, ça revient. Je ne mets pas Google dans la boucle parce qu'apparemment, ils ont changé certaines choses, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que d'un point de vue protection de la donnée, chaque chose qu'on fait par rapport aux solutions qu'on utilise au quotidien, ça veut dire que cette donnée, elle peut partir effectivement aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'ont pas le RGPD, etc. Ils ont une autre vision des choses. La vision des choses qu'ils ont là-bas, c'est que le gouvernement a accès à l'ensemble des données de l'ensemble des entreprises américaines. Donc, il n'y a pas vraiment justement de protection de la donnée. C'est d'ailleurs, et on reviendra juste après pour ça, je ne vais pas spoiler la suite, mais ouais, c'est un peu comme ça sur quoi se basent la plupart des business models des solutions d'ailleurs américaines. Euh, un autre aspect aussi qui est hyper important, c'est justement par rapport aux mises à jour dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment de penser finalement à sauter ces mises à jour. C'est-à-dire que quand il y a un bug et qu'on vous dit c'est une mise à jour pour corriger un bug, dans ce cas-là, n'hésitez pas, il faut le faire parce que la sécurité, c'est juste hyper important. Par contre, si c'est une update qui vous dit que grâce à ça, vous allez pouvoir envoyer, jouer avec des chameaux pour les mettre à droite, à gauche, faire des trucs pas possibles, dont en fait vous en moquez parce que vous n'utilisez pas, et bah, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que sinon, ça va alourdir votre ordinateur et votre ordinateur va ramer encore plus qu'avant. Faut savoir que quand on a une télé, l'impact environnemental et justement le sac à dos écologique d'une télé est juste énorme. On a parlé tout à l'heure d'un ordinateur qui était à plus d'une tonne de matières premières. Une télé dans un salon, c'est bien pire. Et globalement, ce qu'on recommande, c'est plutôt, finalement, et même dans une entreprise, c'est d'utiliser des vidéoprojecteurs plutôt qu'une télé. Parce que à la production, ça peut aller jusqu'à 40 fois moins de matières premières pour faire un vidéoprojecteur plutôt qu'une télé. Euh, Autre bonne action, finalement, c'est aussi, en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu, c'est de changer la nature de l'électricité qu'on utilise chez soi. Alors en ce moment, c'est toujours un peu, bon, c'est toujours une remarque qui peut être un petit peu biaisée dans le sens où on a un mix énergétique qui fait que sur le réseau électrique français, c'est tout, on a un mix qui est relativement bas à 40 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Sauf que, en fait, c'est juste une contribution et un message envoyé au marché. Dans le sens où si les gens se mettent de plus en plus à vouloir des énergies renouvelables, bah, l'offre va aussi s'adapter par rapport à ça. Donc, c'est un devoir un peu citoyen. Alors, les Bon, fausses bonnes idées. Simon, juste ce sujet-là, je me permets de le dire à ce moment-là, du coup, et le sujet de la thématique, du webinaire de demain sur la transition énergétique, où on accueillera un fournisseur d'énergie 100% d'origine renouvelable.
qui s'appelle Enercop. Donc voilà, c'était juste la petite pub pour le webinaire de demain qui aura lieu à 10h30. Ça fait le lien avec le sujet que vous évoquez. C'était pas fait exprès en tout cas. Les fausses bonnes idées. Alors, c'est vrai qu'on voit ça des fois. On parle de supprimer, par exemple, les mails. Le problème n'est pas sur le fait de supprimer l'email. Le problème, c'est le fait que l'email a été reçu ou qu'il a été envoyé. Donc, en fait, il vaut mieux s'attaquer vraiment à la source et faire en sorte de plus recevoir d'emails. Parce que si vous supprimez des mails, il y en a toujours d'autres, des spams, etc., qui vont continuer à arrêter. Par contre, se désabonner des newsletters, etc., parfois, bah, ça permet justement de décupler votre action. Parce que de façon générale, le stockage du mail, ce sera pas, vu que c'est des mails qui sont, bon, c'est redondé, backupé, c'est-à-dire que quand on stocke une donnée, en fait, la donnée, elle est toujours enregistrée plusieurs fois. Il y a plusieurs tranches d'ailleurs, souvent elle est enregistrée une première fois, elle est redondée, c'est-à-dire que la donnée, donc notamment sur du cloud, elle est enregistrée à 2 endroits différents, mais des endroits qui sont actifs. Donc s'il y a un problème, par exemple, sur le niveau 1, ça passe sur le niveau 2 et vous vous en rendez pas compte. Et ensuite, il y a d'autres en fait stockages derrière qui s'appellent des backups ou des archives, où en fait on stocke des fichiers qui sont froids, c'est-à-dire que là on vient prendre vos données, on les stocke à un endroit, par contre on les rend pas accessibles directement. Donc juste ça, en fait, c'est pour avoir en tête le fait que quand on, on- on envoie une donnée sur Internet, c'est pas juste une donnée. En fait, c'est une donnée qui est répliquée à différents endroits et il y a justement des fournisseurs des hébergeurs web qui ont des fois jusque 5 niveaux de backup, etc., en fonction justement du service qui est recherché. Du coup, Euh, Simon, sur la question du mail, qui est, je pense, effectivement une source de pollution importante et un usage en usage professionnel, on utilise beaucoup le mail. Ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'il faut plutôt réfléchir à ne pas envoyer un mail plutôt que chercher à tout prix à le supprimer parce que de toute façon, il a déjà été stocké plusieurs fois, il a déjà généré une pollution. Et OK, il continue à en générer quand il est stocké, quand il n'est pas supprimé. Mais en tout cas, si on réfléchit plus à l'avoir envoyé, c'est encore plus pertinent. Peut-être pas répondre à tous tout le temps, peut-être pas envoyer des mails avec des pièces jointes monstrueuses. Peut-être qu'il y a des choses à faire là, à ce niveau-là, avant de se dire qu'il faut absolument que je supprime tout. Exactement, et en fait, c'est là aussi l'avantage des outils collaboratifs. C'est que plutôt que des fois envoyer un email, des fois c'est préférable d'utiliser une forme de messagerie. Aussi sur le fait que quand on envoie une information, par exemple quand c'est un fichier à envoyer, si on l'envoie à différentes personnes, vaut mieux le stocker en ligne et envoyer le lien à ces personnes pour qu'elles viennent se connecter sur le fichier. Globalement, ça sert à rien d'envoyer un fichier qui fait 5 émos à une personne ou à 10 personnes parce que tout est répliqué à chaque fois. Alors que si c'est en ligne, au moins ceux qui sont intéressés pourront voir le document directement en ligne sans forcément le télécharger. Donc, dans une logique de collaboration, le cloud est super utile. C'est pour ça que clairement, voilà, au lieu d'utiliser un mail, on peut utiliser autre chose. Il faut savoir aussi qu'on l'oublie de temps en temps, mais le SMS a un impact environnemental très faible à côté de tous les autres services qui sont connectés parce que ça utilise un réseau GSM, ça n'utilise pas le réseau en fait numérique. Et du coup, par exemple, des fois, pour faire passer un message, c'est parfois voilà, plus simple d'envoyer juste un SMS. Mais en tout cas, faut vraiment avoir cette logique de se dire que finalement, quand c'est intéressant dans une entreprise d'avoir aussi un outil collaboratif, pas forcément d'ailleurs un GAFA, on va revenir dessus après, mais ça peut être intéressant justement dans cette logique de sobriété. Alors on parle aussi souvent d'utiliser des favoris pour éviter l'utilisation des moteurs de recherche. Alors en fait, ça dépend des navigateurs parce que sur certains navigateurs, ça change pas le fait que ça recherche quand même derrière, donc ça change pas énormément. Changer de navigateur et notamment le fait de changer de moteur de recherche pour passer sur un moteur de recherche qu'on trouve plus écolo, etc. Il y en a certains bien justement qui sont français, qui apportent une vraie valeur ajoutée par rapport à ça et qui ont vraiment été faits dans une logique, on va dire plus d'éco-conception, mais il y en a d'autres plus internationaux qui sont, en fait, c'est un peu pour le coup l'arbre qui cache la forêt dans le sens où ils utilisent un service déjà existant sur lequel ils mettent d'autres serveurs pour pouvoir proposer leurs services qui monétisent à travers de la publicité en ligne qui utilise les données personnelles. Donc quand on cumule le tout, on se rend compte que finalement, c'est pas si intéressant que ça. Donc voilà un petit peu, ça c'était un peu pour voilà, les fausses bonnes idées. Et Marion, je vous repasse le micro. Merci beaucoup, Simon.
Du coup, donc là, effectivement, on était plutôt sur la question de l'usage et vous nous avez fait part aussi de fausses bonnes idées. Merci à vous parce qu'on entend effectivement beaucoup de choses sur cette thématique et beaucoup de choses fausses, vraisemblablement. Moi, en tout cas, j'avais des idées fausses par rapport à ce que vous nous avez dit. Donc, merci pour ça. Et bien, la suite, là, la séquence qui s'ouvre, c'est la question de est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est possible d'éviter les géants du numérique, nos amis, nos amis ou pas, d'ailleurs, les GAFA. Comment faire si on souhaite les éviter? Voilà, est-ce qu'il existe des solutions? Alors, il y a des solutions et des fois, il n'y a pas trop non plus d'alternatives. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ça, c'est le fait que les GAFA ont un business model, un petit peu particulier parce que c'est basé sur, une addiction à la consommation et ça pose un problème qui est, le problème qui drive d'ailleurs l'écologie, c'est le problème de l'éthique. En fait, sur les GAFA, quand on prend les réseaux sociaux ou d'autres GAFA, hein, de façon générale, parce que ça, ça centralise beaucoup d'entreprises et de services américains. Mais globalement, quand on parle de fake news, d'exploitation des données personnelles ou de captologie, captologie, ce sont des procédés au niveau du design qui servent justement à faire en sorte de générer plus d'addiction à certains services. La plupart du temps, justement, tout est basé sur ce mode qui vient nous pousser à toujours plus de nouveautés, à toujours plus de clics, à toujours plus de temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi, par exemple, les réseaux sociaux ne vont pas plus loin, par exemple, pour supprimer les fake news? En fait, elles n'ont pas d'intérêt à supprimer des fake news parce que les fake news, ça permet d'avoir plus d'engagement sur les plateformes. Donc, plus d'engagement égale plus de temps, égale plus de temps pour voir des publicités et donc plus de temps pour faire de l'argent. Donc, il faut avoir en tête ce mécanisme-là parce qu'en fait, la plupart du temps, leur business model est vraiment basé là-dessus. Donc, souvent, d'ailleurs, on se dit bah, pourquoi c'est gratuit. Bah, en fait, quand un service est gratuit, ça veut dire que c'est souvent nous le produit. Euh, donc, euh, donc on est toujours un petit peu là-dessus. Alors, certains services proposés par les GAFA, comme de l'hébergement web, il y a des alternatives françaises, européennes. Quand on parle vraiment des outils qui sont liés à l'informatique, etc., il y a des alternatives qui existent en France, fournies d'ailleurs par plusieurs sociétés françaises qui sont plus ou moins responsables, etc., mais clairement, ça existe. La problématique pour se passer des GAFA, ça va plus être au niveau du matériel et au niveau, on va dire, des réseaux sociaux. Le matériel, pourquoi? Parce que demain, vous voulez acheter un ordinateur qui est français, qui est plus éthique, etc. Bah, bon courage, parce que bah, faut le trouver. Le système d'exploitation, vous pouvez toujours utiliser alors de l'open source avec Linux, etc. Mais ça nécessite beaucoup plus de connaissances que si on utilise, enfin beaucoup plus. Ça nécessite au moins des connaissances différenciantes par rapport à un Mac OS, pardon, ou à un Windows, etc. Au niveau des réseaux sociaux, c'est pareil dans le sens où, n'importe quelle entreprise a besoin de la visibilité, sur les réseaux sociaux et ça, les réseaux sociaux l'ont bien compris et du coup, on se retrouve un peu bloqué par rapport à ça, dans le sens où c'est, hyper compliqué de se passer du groupe Facebook à l'heure actuelle qui concentre, le WhatsApp, Instagram et Facebook. Parce que si une entreprise a besoin d'avoir de la visibilité à moindre coût et cetera, bah, voilà, c'est difficile. Par contre, ce qui est possible de faire par rapport à ça, c'est avoir une gestion de contenu qui est différente. Nous, on appelle ça une stratégie qui est décentralisée, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des contenus en natif sur les réseaux sociaux, vaut mieux travailler des contenus de teasing sur les réseaux sociaux qui renvoient vers un écosystème qui vous appartient, qui est le vôtre, sur lequel il y a les vrais contenus. Parce que le problème aussi des GAFA et dans la façon de fonctionner, c'est que quand vous uploadez un contenu, donc quand vous téléchargez un contenu sur une plateforme américaine, le contenu est considéré comme aussi appartenant finalement à la plateforme. C'est le cas d'ailleurs de Zoom qu'on utilisait là, qui au début, alors je pense que ça a changé, mais au début utilisait pas mal les conversations, ou alors Messenger, le service de Facebook par exemple, qui avait des milliers d'employés en Asie qui étaient là pour faire de la traduction des mémos qui étaient envoyés, des vidéos qui étaient envoyées entre les utilisateurs, etc. Et d'ailleurs, il y a eu une histoire il n'y a pas longtemps par rapport à la sécurité sur WhatsApp. Donc même d'ailleurs, s'ils disent que c'est crypté, il faut savoir qu'une information, quand on fournit un service et qu'on dit que c'est crypté, c'est le fournisseur de service qui a la clé pour décrypter.
Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc aussi pour aller un petit peu plus loin là-dessus, il y a beaucoup de services américains qui qui annoncent, qui mentionnent qu'ils sont neutres en carbone, notamment Google qui le dit, depuis 2007. On va revenir un petit peu dessus ensuite par rapport à la méthodologie, dans la sobriété numérique. Mais, neutre en carbone, à aujourd'hui, c'est surtout une affirmation qui est marketing. Ce qu'on sait de Google, c'est qu'ils utilisent beaucoup de data centers, des data centers qui fonctionnent aux États-Unis pas mal en photovoltaïque, mais du photovoltaïque qui aussi pour faire fonctionner et pour faire fonctionner, toute la sécurité qui derrière utilise des centrales à charbon et cetera. Donc ils ont en fait un mode de calcul qui fait que la plupart du temps, leurs chiffres, pourraient être biaisés. Je mets pourrait dans le sens où c'est assez hypothétique, parce que c'est hyper compliqué d'aller fouiller dans leur bulle qui est un petit peu fermée. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça d'ailleurs? Alors en fait, j'ai loupé, une petite série de questions juste avant. C'était sur la séquence où vous avez parlé des moteurs de recherche écolos et pas écolos et nos participants, plusieurs personnes voudraient avoir des noms de moteurs de recherche vraiment écolos et de ceux qui ne sont pas écolos du tout. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns, nous en citer quelques-uns? Et il y a un des participants qui nous dit: «Que pensez-vous de Ecosia?» par exemple. Bah, justement, je vais juste m'arrêter à Ecosia. Voilà, en France, il y a Quant, il y a Lilo, qui sont pas trop mal. Ecosia, c'est un bon exemple dans le sens où, il suffit de regarder le business model. Donc, l'avantage des Ecosia, c'est qu'ils utilisent une partie de leurs revenus, effectivement, pour être proactifs, notamment pour la reforestation. On s'en fait, enfin, voilà, on les félicite par rapport à ça, en tout cas, parce que c'est intéressant. Par contre, c'est la façon dont est généré, finalement, le revenu qui est basé sur de la pub. Il me semble que ça utilise la régie de Yahoo. En tout cas, il y a quelques années en arrière, c'était ça. Donc ça veut dire que finalement, ils utilisaient un service de Microsoft, qui exploitait des données personnelles pour pouvoir générer et proposer des publicités pour ensuite pouvoir financer, la plantation d'arbres. C'est pour ça que c'est plus compliqué que ce qu'en a l'air et eux, la façon dont ils présentent la chose, c'est que, bah, on a vraiment l'impression que c'est un service comme s'ils avaient créé ce moteur de recherche et cetera, mais en fait, c'est une couche supplémentaire sur le service qui est déjà existant de Microsoft, en fait. Donc vous parliez de Quant. Quant, ça s'écrit Non, comment? là, je parlais de Ecosia et Non, sinon il y a précédemment, effectivement pour ceux qui alors seraient plus vertueux, Quant et Lilo, par exemple, enfin ça fait partie de certains qui peuvent être utilisés. Lilo, est-ce que vous L-I-L-O, pouvez, il me semble que est-ce c'est français, ouais. est-ce que vous pouvez les écrire dans le chat pour que tout le monde ait le bon nom pour ces deux moteurs de Ouais, alors recherche? Lilo, c'est L-I-L-O et Quant, c'est Q-W-A-N-T, peut-être avec un Z, je sais plus. Ok, Quant. merci Loïs de nous les avoir écrits. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Super. Merci. Simon, est-ce que vous aviez fait le tour sur nos amis les GAFA et vous souhaitez que nous passions à la séquence suivante? Il est 15 heures, il nous reste une demi-heure et je voudrais qu'on ait un temps aussi pour les questions-réponses. Dites-moi. Alors juste pour en finir avec les GAFA, nous, par exemple, chez Oui, Greenweb, pardon. on travaille sur la création, en fait, on contribue à la création du web européen de demain à travers différents consortiums dans lesquels on travaille. Et justement, l'idée, c'est de travailler avec des entreprises au niveau européen pour fabriquer demain un web qui ressemble et qui s'adapte aux valeurs multiculturelles de l'Europe. Donc justement, avec les valeurs, on va dire, sociales et culturelles de l'Europe, les valeurs aussi qui sont différentes sur le point de vue. Aux États-Unis, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde le digital, c'est un digital qui est très américanisé. Et le souci qu'il peut y avoir là-dedans, c'est que c'est dans une logique qui est purement capitalistique, dans le sens où peu importe le service, il est fait pour générer, enfin, pour faire une forme d'exploitation, alors que le web européen de demain serait dans une logique plus d'équité, justement, avec plus d'éthique et justement plus de services liés au Green IT, donc au fait de rendre le digital, le numérique de façon générale, beaucoup plus éco-responsable. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui travaillent dessus et d'ici 2025, il devrait déjà se passer beaucoup de choses, notamment pour aussi limiter l'emprise des GAFA ou des sociétés américaines sur le numérique européen. Alors, il existe d'autres Internet, hein. Il y a l'Internet russe d'ailleurs, qui est un Internet indépendant, l'Internet chinois. D'ailleurs, les Chinois proposent leur Internet à différents pays dans le monde. Bon, bah, c'est un Internet qui est dans une bulle fermée, mais qui est 100% contrôlé par l'État.
Donc c'est aussi, voilà, ça veut dire que dans les années à venir, il va y avoir une grosse évolution d'internet parce que de plus en plus des continents, des pays réfléchissent à se créer leur propre internet qui va toujours être relié au réseau internet global, mais avoir une gestion qui leur sera beaucoup plus intrinsèque. Je vous rends la parole là-dessus. Super, merci. Je pense, Simon, qu'on va être obligé de choisir. Il nous reste 3 thématiques à évoquer. Peut-être qu'on va en retenir uniquement 2 pour cette dernière partie de votre intervention. Et comme ça, on gardera à peu près un quart d'heure de questions à la fin. Est-ce que ça vous irait, Simon? Bah, je vais essayer d'aller plus vite du coup. Ok, ça marche. Alors du coup, la séquence suivante, c'est la question des solutions plus éco-responsables qui s'offrent aux entreprises et aux particuliers. Qu'est-ce que vous aviez envie de partager avec nous, les choix et les solutions plus éco-responsables qui vont pouvoir s'offrir à nous tous et à nous toutes? Alors clairement, les entreprises ont un rôle à jouer, notamment dans le fait d'engager dans un premier temps leurs collaborateurs dans une mission d'intérêt, on va dire plus environnemental, écologique, et à travers la mise en place d'une vraie stratégie, notamment une stratégie RSE. Mais dans la stratégie RSE, on peut intégrer justement une stratégie plutôt orientée Green IT. Clairement, il y a 3 aspects qui sont importants dans les solutions adaptées. Les premières sont liées aux usages, c'est-à-dire la façon d'utiliser les services et la façon dont on peut utiliser le matériel. Il faut savoir que quand on intervient dans une collectivité, dans une entreprise, par exemple, il y a 100 collaborateurs, on peut former à travers des ateliers les différents collaborateurs et ça permet justement de les former, leur faire passer les bonnes, les bons réflexes à avoir et surtout de valider en fait en interne une charte éco-responsable justement pour l'ensemble des collaborateurs et des gens en présence. Cette charte, elle est importante parce qu'en fait, elle vient un peu comme un guide appuyer ces 3 piliers que sont l'usage, le matériel et les outils, donc tout ce qui est logiciel, etc. Et ça vient justement donner une ligne de conduite. Cette ligne de conduite, elle est importante à la fois pour les dirigeants et à la fois justement pour les collaborateurs parce que ça permet aussi d'avoir un projet commun. Quand on parle d'écologie, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au tout début, mais en fait, et vous le savez tous, c'est un sujet qui est relativement anxiogène. Donc, pour justement aller de l'avant et être proactif, justement, il faut essayer quand même de retirer au maximum ce côté qui peut être un peu pesant et plutôt, en fait, créer une vraie stratégie avec un objectif, avec une façon de voir les choses, etc. Donc, vraiment un projet finalement d'entreprise qui est orienté RSE. Justement, ça a été bien fait par rapport à ça. Mais je le mets beaucoup en avant parce qu'en fait, c'est cette vision-là, c'est quelque chose de positif qui va amener justement une petite touche positive. Ça va rendre les gens, ça va motiver les gens, ça va les rendre plus proactifs par rapport à cette charte globale. Donc, pour en revenir aux ces 3 piliers, les usages, c'est vraiment la façon d'utiliser le matériel, les logiciels, etc. Ensuite, il y a vraiment une politique à avoir vis-à-vis de la gestion du matériel qu'on a vu tout à l'heure. Pour une entreprise, on peut utiliser du reconditionné, on peut voir les choses différemment pour gérer la fin de vie. Et ensuite, il y a tous les outils qui sont utilisés, les outils de stockage, quel hébergement on utilise, est-ce qu'on utilise du cloud, est-ce qu'on crée un site éco-conçu, voilà, est-ce qu'on utilise un logiciel éco-conçu, est-ce qu'on utilise toujours les GAFA. Donc c'est vraiment une politique globale à mettre en place. De façon générale, il y a vraiment une méthodologie à suivre pour les entreprises. Euh, alors, de façon générale, c'est vrai qu'il y a un postulat qui dit que dans l'écologie, on mesure, on réduit et on compense. Alors, mesurer, c'est plutôt faire de l'audit, c'est-à-dire faire un inventaire globalement du point zéro. Réduire, c'est-à-dire réduire au maximum l'impact environnemental de tout ce qu'on utilise à travers des actions de sobriété numérique. Et ensuite, compenser. Alors, compenser, c'est un terme qu'on utilisait avant, qui est plutôt pas trop utilisé désormais parce qu'en fait, euh, il fait un peu trop penser à du greenwashing et à raison justement parce que aujourd'hui, et je pense que vous l'avez vu certainement euh, dans d'autres webinaires, parler de compensation carbone à l'instant T, c'est-à-dire compenser des émissions à l'instant T par quelque chose qui aura un effet d'ici 15-20 ans ou par quelque chose qui sera complètement hypothétique, ça ressemble plus à un leurre qu'autre chose.
Aussi par rapport à ça, de toute façon, alors de façon générale, tout ne peut pas se mesurer. C'est notamment le cas de la notion finalement de respect, dans le sens où quand on met en place dans une politique RSE, c'est vrai qu'on va chercher toujours à mesurer, mais quand quand on cherche à mettre en place des actions qui respectent les gens et la planète, tout ne peut pas se mesurer. Et il faut être aussi en accord avec ça, dans le sens où oui, il y a des choses qui peuvent se mesurer, notamment par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. On peut faire des bilans carbone, ça permet d'avoir un peu un référentiel, etc. Mais toutes les actions ne sont pas mesurables forcément. Mais il faut savoir que c'est pas parce que c'est pas mesurable que c'est pas positif. Donc nous, globalement, moi, le conseil que je donne à n'importe quelle entreprise, c'est vraiment d'être dans cette logique RSE, c'est-à-dire de prendre conscience, ensuite d'essayer de mesurer au maximum, mais c'est juste pour savoir aussi où vous en êtes quand vous commencez à avancer dans cette dynamique. Ensuite, c'est de s'activer. Pour activer des actions, vous pouvez le faire en interne, vous pouvez être accompagné. Et activer, quand on parle de Green IT, c'est accompagner sur les usages, sur le software, donc les logiciels, et sur le hardware, tout ce qui est matériel. Et ensuite, le but, c'est de mettre ça en place et de mesurer la différence. Et là, on voit déjà la différence qu'on a réussi à avoir en termes de sobriété numérique. Et d'ailleurs, on appelle ça le négawatt. C'est ce qui désigne en fait l'énergie qui est non consommée ou qui a été économisée. Alors là, quand on parle purement d'électricité. Et ensuite, la dernière étape, c'est pas compenser, c'est plutôt contribuer. Alors certains seront toujours dans une logique de racheter des crédits carbone, etc., pour atteindre le net zéro, un concept qui en fait n'existe que d'un point de vue pour le moment administratif ou marketing. Dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Mais la contribution, donc qu'on appelle contribution climatique, elle apporte pas forcément le fait de pouvoir être à zéro. C'est le cas par exemple d'Air France qui a voulu compenser tout l'ensemble des gaz à effet de serre émis par les avions. Bon, ils se sont fait vite retoquer par rapport à ça parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué de parler d'une compensation là-dessus. Mais globalement, nous, ce qu'on invite à faire, c'est de faire en sorte que les entreprises s'engagent justement pour une société qui est plus positive à travers différentes actions. Ces actions, ça peut être effectivement de la captation carbone à travers de la plantation d'arbres. Peut-être que demain, il y aura d'autres solutions, mais pour le moment, au final, on est un petit peu limité par rapport à ça. Mais il n'y a pas que ça comme action, il y a aussi des actions purement sociétales, des actions qui sont aussi plus humaines, qui peuvent être menées par une entreprise. Je le dis, c'est important, c'est aussi que ça emmène l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise vers une mission qui est purement positive. Et les collaborateurs sont souvent les plus heureux justement de participer à ça. Globalement, quand vous rentrez justement dans une logique de sobriété numérique, c'est un aspect important, c'est que vous faites aussi beaucoup d'économies d'un point de vue purement financier. Dans le sens où si demain vous optimisez tout votre parc informatique, votre système d'information, les logiciels, l'usage par les collaborateurs, etc., nous, on a vu des entreprises qui gagnaient, enfin, qui ont réussi à réduire leur facture de plus de 100 000 euros par an. Et pourtant c'était juste finalement du bon sens, la mise en place d'une charte, etc., etc. Pour les particuliers, C'était sans doute des grosses entreprises, Simon, quand même, pour faire une économie de 100 000 euros. alors c'est des grosses entreprises, mais c'est Avoir des un gros entreprises poste de dépense. qui dépensaient 1 million d'euros à la base et finalement par an. Et finalement, 10%, ouais. elles ont déjà réussi à réduire de 10%. C'est loin d'être le néant. Et juste, Simon, il y a une question qui est arrivée dans le chat avant que vous passiez au particulier. Et je maintiens qu'on ne pourra pas traiter les deux sujets qui vous restent ensuite, mais vous avez voulu qu'on essaye, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Juste, il y a une petite question, c'est une question à laquelle vous pourrez sans doute répondre assez rapidement. Est-ce qu'il existe des outils, des référentiels pour nous aider, nous, entreprises, associations, à faire cette auto-évaluation de notre impact numérique? Est-ce que vous préconisez des choses à vos clients? Est-ce que, voilà, quels outils on peut utiliser? Alors les outils les plus utilisés, c'est la méthode bilan carbone, de façon générale, qui est utilisée par les services qui font de la RSE. Nous, c'est ce qu'on propose aussi. Alors nous, on a développé l'indice Green Web qui permet de calculer l'impact environnemental d'un site. Il existe aussi l'éco-index. Il existe différents, justement, services qui permettent ça. Nous, on l'a fait juste à titre informatif. L'idée, c'était de faire prendre conscience, justement, aux gens qu'il pouvait y avoir un impact. Par rapport au listing, justement, nous, on y travaille. On est en train de créer un lexique qui sera accessible gratuitement sur le site de GreenWeb à partir de janvier. Ce sera un lexique justement de tout le. On va recenser une grosse partie des outils par rapport aux audits, par rapport aux solutions qui existent, qui sont plus éco-responsables, etc.
Donc aujourd'hui, par contre, c'est assez compliqué, à part en fouillant, de les trouver ou de se faire accompagner par justement des services, des spécialistes RSE ou différents intervenants qui sont capables d'avancer là-dessus. Alors après, il existe aussi maintenant des certifications et des labels qui se mettent en place. Alors je dis bien qu'ils se mettent en place dans le sens où, en France, par exemple, il y a le label numérique responsable qui peut être atteignable pour certaines entreprises. Mais en fait, il y a d'autres labels et certifications qui sont en cours de, voilà, en cours de création. Nous, de notre côté, par exemple, on est certifié par la Green Web Foundation, qui est un organisme qui certifie juste qu'on fait du green hosting, mais c'est qu'une petite partie finalement de ce qu'on propose. Mais c'est des choses qui sont en train de se mettre en place et qui commencent à avoir des noms pour pouvoir justement être plus identifiables. Mais pas d'acteur officiel, enfin en tout cas pas de normes officielles aujourd'hui, pas de choses préconisées par l'ADEME, par l'État, par quiconque, à votre connaissance en tout cas. Il n'y a pas de Alors, label si, national ou... il y en a. Alors, il y a surtout le label numérique responsable, Ok, globalement d'ailleurs, qui est soutenu par l'ADEME. ok. À aujourd'hui, et c'est quelque chose d'atteignable. Après, ça nécessite de faire, de mettre en place des actions dans l'entreprise. C'est quand même des labels qui sont concrets. Mais globalement, oui, c'est quelque chose en tout cas, de bien fait pour le coup. Et il y en a, je sais juste que voilà, il y en a d'autres qui sont en cours de création. C'est vraiment le début parce que la prise de conscience sur le domaine, même si la France est précurseur grâce à Frédéric Bordage de Green IT depuis plus d'une décennie, et c'est vraiment un pionnier par rapport à ça. Et c'est lui d'ailleurs, je pense qu'il est à l'initiative de la plupart des labels et certifications qui existent à l'heure d'aujourd'hui. Mais le sujet est surtout arrivé sur la table il y a 1 an et demi avec le premier confinement. Hmm. Nous, on a vu la différence parce que Green Web, ça existe depuis 4 ans et on a une vraie différence on va dire pas de marché, mais de sollicitation depuis 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez redire le nom du monsieur que vous venez de Oui, citer, de Green alors, IT? Frédéric Bordage. C'est un peu Bordage? Bordage. Ok. Il a fait d'ailleurs différents livres sur la sobriété numérique et c'est absolument passionnant. En tout cas, c'est vraiment un pionnier dans le domaine. En France, avec le Shift Project, si vous voulez chercher plus d'informations, justement, vous pouvez toquer du côté du Shift, donc SHIFT Project en anglais derrière. C'est aussi une mine d'informations sur le sujet. Super, merci Simon. Je suis Alors, désolée je Simon, suis. mais il est 15h15. Ouais, ouais, je sais, mais je passe juste 2 minutes sur les deux dernières. Alors, Allez-y. les avantages du digital par rapport au physique, en fait, de façon générale, c'est que il faut toujours comparer les deux. Alors, le monde d'aujourd'hui, il est plutôt digital parce que avant on parlait de digital, avant on parlait de physique, et maintenant on se rend compte que les pure players du web, ceux qui vendaient par exemple sur Internet avant, des magasins physiques, etc. Donc, le monde est devenu digital. Mais globalement, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait une visio. Si on s'était donné rendez-vous à Paris pour faire une conférence, notre impact environnemental aurait certainement été multiplié par 300. Donc clairement, la visio apporte un plus par rapport à ça. La visio a aussi son impact environnemental, surtout quand on utilise une solution un peu plus américaine que d'autres. Mais de façon générale, c'est quand même plus intéressant de faire une visio que de se déplacer. Vous êtes en train de nous Euh, tacler, Simon, là, d'avoir utilisé Zoom, c'est ça? Hein? non, non, pas du tout, mais C'est un petit je, tacle. non, mais je suis pas spécialement ami avec Zoom, mais voilà, la solution fonctionne. Donc, c'est dans tous les cas, voilà, et ça me permet justement d'enchaîner sur la dernière partie directement, dans le sens où comment le numérique sert la cause environnementale. Donc là, ce dont on a parlé jusqu'alors, c'était le green IT, c'est-à-dire comment rendre plus vertueux les systèmes d'information. Et ensuite, il y a l'IT for green, c'est-à-dire comment les systèmes d'information, comment le digital sert à la cause environnementale. Et c'est exactement ça finalement, c'est que la visio qu'on utilise à l'heure actuelle, finalement, elle nous permet d'échanger et de prendre peut-être conscience, en tout cas je l'espère par rapport à mon rôle aujourd'hui, de certains enjeux liés à la pollution environnementale. Et c'est pour ça que le digital finalement a aussi son rôle à jouer. Et c'est pour ça que le digital permet dans tous les cas de partager un savoir, et donc, c'est une opportunité pour l'humanité. Ça permet de remplacer le physique dans certains cas, ça permet d'inventer des systèmes qui sont, par exemple, Blablacar, ça permet de mettre en contact les gens. Aujourd'hui, ça a permis peut-être pour certains de prendre conscience, ça permet aussi parfois d'agir. Demain, vous voulez agir, vous voulez planter des arbres, vous voulez soutenir une association, etc. Vous voulez aider
enfin, agir de façon générale. Vous recherchez dans Google, vous trouvez une association, vous pouvez participer en ligne juste en cliquant. Des clics, ça peut avoir un impact, mais un impact qui est positif. Oui, il y a un impact environnemental, mais il y a des impacts sociétaux qui sont positifs. Et ça, c'est dans tous les cas le plus important, dans le sens où Internet, ça reste de façon générale une opportunité qui est énorme pour les humains. Et l'écologie, ça reste une nécessité absolue de maintenant à plus tard. Merci Voilà, je mille terminerai là-dessus. fois. Merci mille fois, Simon. Nous avons réussi à tenir toute votre présentation un tout petit peu moins d'1 h 15. Merci beaucoup. Vous aviez énormément de choses à nous dire. Et du coup, c'est hyper riche tout ce que vous nous avez dit. On vous a Je suis relayé. désolé, j'ai résumé, hein. Ah bah j'imagine bien. J'imagine bien. On a retransmis les questions au fur et à mesure. Il y avait juste une dernière question qui concernait ce que vous avez, la petite blague que vous nous avez fait en nous disant n'utilisez pas des solutions américaines pour les vidéos. Zoom est malgré tout quand même relativement performant. En tout cas, nous, c'est pour ça qu'on a fait ce choix technique-là. Est-ce que vous connaissez d'autres outils de visio qui sont aussi performants que Zoom et qui seraient peut-être moins impactants, moins mauvais pour la planète? Alors il existe, pléthore, effectivement de solutions de visio. Nous, chez nous, on a Green Visio, qu'on met à disposition, gratuitement justement pour pouvoir faire des petites visios, mais jusqu'à un certain nombre d'utilisateurs. Il me semble que c'est jusque 10, pas pour faire des webinaires parce que ça utilise justement trop de bandes passantes après. Hmm. Donc c'est plus compliqué à gérer pour nous. Mais sinon, il existe, effectivement alors d'autres services. Il y a notamment Infomaniac, qui est un hébergeur suisse, qui est un de nos concurrents, mais qui fait quelque chose de très bien, donc c'est toujours bien de le souligner. Après, voilà, Zoom, effectivement, est très optimisé. Je pense que je ne sais pas comment c'est hébergé, mais dans tous les cas, la gestion de la bande passante est optimale. Je pense que d'ailleurs, ce sont les meilleurs par rapport à ça. Ok, super. Il y a quelqu'un qui nous parle de Oui, Jitsi. Jitsi. Alors Jitsi, bah, nous, c'est ce qu'on utilise sur Green Visio. Alors, c'est pas le plus optimisé par rapport à la bande passante, etc. Par contre, ça permet de l'utiliser en open source et donc d'avoir un hébergeur derrière qui est vraiment optimisé pour le coup, notamment un hébergeur qui fait l'hébergement éco-responsable. Et Framatalk, alors nous, c'est pareil, on a une autre solution qui s'appelle Team Forest qui utilise Framatalk. Et pour le coup, c'est bien optimisé parce que ça s'utilise en interne dans un logiciel et c'est pas mal, mais ça existe, enfin, ça fonctionne surtout quand on travaille en visio au sein d'une entreprise. C'est plus compliqué dès qu'on passe en mode webinaire. Ça nécessite vraiment une gestion des flux. En France, je crois qu'il y a Livestorm peut-être qui fait ça aussi. Voilà. Ok, bon, en tout cas, vous nous avez donné un panorama. Après, à chacun d'entre vous, d'entre nous, d'aller regarder ce qui est proposé. C'est vrai que quand on est sur un usage professionnel, ben, faut que ça fonctionne aussi bien techniquement et qu'on ait la possibilité là, de nous réunir à 30 personnes sans qu'on ait de coupure avec un outil qui est stable. C'est vrai que voilà, ça, c'est quand même important. Exactement. Alors, j'ai dû résumer effectivement par rapport à. J'aurais pu vous lister tout un ensemble d'outils. Après, c'est toujours compliqué de parler d'entreprise et de donner un avis justement, parce qu'on a chacun son avis sur les différentes solutions. Bien sûr. J'ai plutôt, voilà, je voulais vous donner une vue d'ensemble, une vue holistique, parce que vous le savez, tout comme moi, dans l'écologie, le plus important, c'est d'avoir une vue globale, parce que quand on cherche justement à optimiser les choses, on ne peut pas taper juste à un endroit. Il faut vraiment avoir une vue d'ensemble pour être Hmm. cohérent. Merci beaucoup. Alors, il y a plein de questions qui arrivent dans le chat. Merci à vous, hein. Il nous reste encore un petit moment ensemble. Du coup, il y a des questions qui sont arrivées sur… alors, attendez, j'arrive, je dis. Il existe des solutions, Discord, Doodle, par les plateformes Frama, Framadate, Framateam. Qu'en pensez-vous? Alors, en fait, c'est la plateforme utilisée, enfin Frama, ça utilise la solution Nextcloud. Nextcloud est collaborative tool derrière qui permet effectivement de générer des documents. Alors, tout ce qu'utilise Nextcloud, donc c'est une solution qui est open source à travers Frama ou d'autres fournisseurs. Nous, on le fait également pour apporter un service collaboratif. C'est relativement bien dans le sens où c'est des bulles complètement fermées, ça vous sécurise vos données, ça vous permet d'être complètement indépendant, vraiment vous avez un service qui fonctionne bien, vous êtes indépendant et dans une confidentialité totale avec une très bonne sécurité.
Et après, il y a une question alors, je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Peut-être, Michael, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et nous la poser de manière orale, s'il vous plaît? Oui, bonjour et merci beaucoup pour tous ces éléments. Oui, je m'interrogeais sur l'enjeu de relocalisation. Et du coup, je me disais que c'était certainement intéressant pour pas que les données aillent très loin ailleurs, d'arriver à mettre en place des infrastructures sur des territoires pour, je sais pas, des serveurs, permettre justement à des acteurs locaux de disposer de services localisés. Donc, je me demandais si ça faisait l'objet de stratégies de la part de territoires pour justement accompagner voilà, les acteurs de leur territoire. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très clair et je vous remercie pour cette question. Moi, je ne l'ai pas trop évoqué parce que petit manque de temps et on est resté sur l'aspect purement éco-responsable, mais clairement, c'est un enjeu qui est énorme dans le sens où ça garantit le local, le digital local d'ailleurs, ça garantit la souveraineté des données. L'Europe, justement, travaille au fait qu'on puisse obliger les entreprises qui proposent un service, par exemple en France, d'avoir des serveurs hébergés aussi en France. D'ailleurs, c'est ce que vient de faire un peu de façon forcée Google. Je ne sais pas si vous avez vu passer les dernières conditions générales d'utilisation de Google parce qu'ils ont finalement été contraints, et tant mieux pour nous, à relocaliser les serveurs en France pour les utilisateurs français. Mais globalement, non, c'est hyper intéressant et notamment alors pour des raisons de sécurité, pour des raisons de souveraineté de la donnée, c'est-à-dire que on utilise des services et c'est comme si on utilisait des services avec notre carte d'identité. Notre carte d'identité, elle resterait en France ou au moins en Europe selon les lois européennes pour permettre de protéger les utilisateurs. Après, d'un point de vue aussi écologique, le fait d'avoir des serveurs et une gestion plus locale du digital, ça améliore en fait réellement les performances purement techniques d'un service, ça c'est la première chose. Et d'un point de vue éco-responsable, ça permet aussi d'avoir de gros avantages, notamment par rapport à l'utilisation du mix énergétique français, mais aussi sur le fait que quand on utilise un data center plus proche de nous, avec une redondance qui se fait aussi à proximité, etc., on sait que l'impact environnemental est diminué. Donc clairement, si, il y a des acteurs qui travaillent dessus. Nous, on travaille dessus. En fait, c'est ce qu'on appelle la notion d'ailleurs de fog computing. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans un cloud où on a des gros data centers qui sont répartis un peu partout, par exemple, on va prendre l'Europe, mais un peu partout en Europe, l'idée du fog computing, c'est plutôt d'avoir des mini data centers qui sont répartis plus proches de nous pour pouvoir gérer plus facilement justement ces questions de sécurité, souveraineté et d'éco-responsabilité. Ce matin sur France Inter, alors c'est juste une anecdote, hein, mais il parlait du stockage de données dans l'ADN. Et il disait que ça allait potentiellement révolutionner le stockage de données dans les années à venir. Alors, c'est extrêmement coûteux pour l'instant, c'est une expérimentation, ça a demandé beaucoup d'années de recherche. Mais plutôt que d'avoir des gros data centers partout, et ben, peut-être qu'on pourrait avoir des toutes petites capsules dans lesquelles on stockerait de la donnée en binaire, en 0 et en 1. Alors, je ne suis pas technicienne, hein, donc voilà, je m'arrête là, mais stocker de la donnée comme ça dans de l'ADN, ça pourrait peut-être répondre aussi à ces enjeux d'impact environnemental du stockage de nos données dans les années à venir. Et juste aussi pour rebondir là-dessus, c'est vrai que par exemple en ce moment OVH a eu pas mal de soucis, bien que OVH ce soit quand même c'est un mastodonte justement de l'hébergement web. S'ils ont eu des problèmes, en fait c'est justement certainement pour prévenir du futur. Dans le sens où là, on rentre un petit peu dans de la guerre, une cyber-guerre, notamment parce que OVH est contraint a subi des attaques de partout. Mais ça, c'est ce qui risque d'arriver justement encore plus et de plus en plus fréquemment dans les années à venir, etc. Donc, d'où l'importance justement d'avoir des systèmes qui sont plus locaux, qui sont plus sécurisés, etc. Merci beaucoup à vous, Simon. Je vous pousse un petit sondage pour que vous nous disiez comme ça, là, à chaud, ce que vous avez pensé de ce webinaire. Comment vous avez vécu ce moment? Est-ce que ça vous a été utile et est-ce que ça vous ouvre la possibilité de changer votre manière d'utiliser le numérique? Il me reste à du coup remercier vraiment, en tout cas au nom de France Active Connect et j'espère aussi au nom de tous les participants, à vous remercier Simon pour votre intervention, pour la matière que vous nous avez partagée. C'était passionnant.
Comment on va pouvoir récupérer la vidéo de la visio? C'est une excellente question. Je me tourne vers mes collègues Estelle et Julie. On va voir comment on peut peut-être arriver à mettre à disposition de nos participants et des participants de l'ensemble de la semaine sur ces webinaires. Il va falloir qu'on les stocke quelque part et qu'on les partage. Donc, avec un coût environnemental potentiellement existant quand même, mais effectivement qu'on puisse les partager. On le fera et on vous transmettra à toutes les personnes qui ont participé un lien probablement pour pouvoir aller les consulter. Oui, les chiffres du début, c'est aller vite. Effectivement, les gens nous indiquent, Simon, que le début de votre intervention, vous avez partagé des choses dans votre introduction extrêmement intéressantes, mais c'est allé très, très vite et il n'y avait pas de support, donc ce n'était pas évident de suivre et de tout prendre en note ce que vous avez dit. Mais voilà, en tout cas, on va faire en sorte de vous partager peut-être uniquement ce début où effectivement il y avait beaucoup d'informations. Enfin, on va voir comment faire. On a bien noté qu'il y avait ce souhait de votre part de partager. Du coup, il me reste juste à vous rappeler qu'il y a encore 2 webinaires dans cette semaine, la réduction de l'empreinte environnementale de son activité. Il y a un webinaire demain matin à 10h30 pardon, sur la transition énergétique. Il sera question d'énergie renouvelable. Et puis, un webinaire vendredi à 11h sur les mobilités douces. Il sera question de déplacement, comment faire en sorte de se déplacer de manière plus vertueuse, de réfléchir à la logique de ces déplacements, de réfléchir aussi aux enjeux de la livraison, du dernier kilomètre, etc., avec tous ces sujets. Et pour l'instant, sur le sondage, vous êtes 18 à nous avoir répondu et ce webinaire vous a été utile, on en est ravis. Vous êtes 13 sur 18 à nous dire que vous allez probablement changer votre manière d'utiliser le numérique. Certains d'entre vous nous disent que non et quelques-uns nous disent qu'ils ne savent pas encore. Je ne sais pas si vous voyez les résultats. Est-ce que vous les voyez? Non, vous ne les voyez pas. Alors, du coup, je ne sais pas comment vous les poussez. En tout cas, je viens de vous les partager à l'oral. Voilà pour ce début d'après-midi passé en votre compagnie, en notre compagnie. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été nombreux à vous connecter. Merci pour vos questions et merci beaucoup pour vos merci sur le chat également. Il y en a plein. Sinon, n'hésitez pas à les regarder, ça fait toujours du bien. Eh ben merci à tout le monde. Et si vous avez encore des questions, si vous voulez partager, échanger sur le sujet, eh ben, écoutez, moi, j'en serais ravi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et du coup, n'hésitez pas, Simon, peut-être à mettre vos coordonnées dans le chat si vous en êtes d'accord. Vos coordonnées de mail et téléphonique, comme ça, on pourra vous envoyer des SMS. On a tous bien retenu que le SMS a beaucoup moins d'impact environnemental que l'envoi d'un mail. En tout cas, moi, je ne sais pas trouvé dans l'oreille d'une sourde. Eh bien, super, merci beaucoup à toutes et tous. En tout cas, passez une bonne fin d'après-midi. Prenez soin de vous et on l'espère peut-être à demain ou à après-demain pour la participation à un autre des webinaires de cette semaine. Merci. Merci à tous. Bon après-midi. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.